Messieurs les présidents, mes chers collègues, mesdames et messieurs, le 2 juin cette année, nous avions la tristesse de voir disparaître François Péroux. François Péroux, qui fut pendant près de 20 ans titulaire au Collège de France de la chaire d'analyse des faits économiques et sociaux. Il a illustré, je n'ai pas besoin de le dire, car beaucoup de personnes ici connaissaient bien François Péroux, avec ce style si particulier, si exceptionnel de cet homme généreux, passionné, excessif, mais qui laisse de grands souvenirs. Et quelques jours plus tard, l'Assemblée des professeurs écoutait avec un intérêt particulier l'analyse de la vie et de l'œuvre de M. Péroux que M. Leroy-Ladurie avait bien voulu faire. Un document d'un intérêt exceptionnel, qui d'ailleurs vient d'être publié dans l'annuaire du collège, que je relisais il y a quelques minutes. Et M. Leroy-Ladurie terminait cette notice en disant « Nous devrons, un jour prochain, nous préoccuper de donner à François Péroux un successeur qui soit digne du puissant esprit et de la rayonnante personnalité de ce personnage extraordinaire. » Eh bien, je crois que ce moment est arrivé, car il y a longtemps, plus de 10 ans, que nous souhaitions beaucoup qu'un enseignement d'économie fût repris au Collège de France, étant donné l'importance majeure de cette discipline. Nous avions fait plusieurs reprises des efforts en direction de M. Malinvaud, mais chaque fois les très lourdes charges qui a si bien assuré la tête de l'INSEE faisaient que nous avions des réactions négatives. Et fort heureusement, il y a une différence dans l'âge de la mise à la retraite de certains fonctionnaires, et nous continuons jusqu'à 70 ans. De sorte qu'il nous est apparu, simultanément, à M. Malinvaud et à moi-même, qu'il pourrait faire bénéficier pendant 4 ou 5 ans la région parisienne, la France, de son enseignement. Et c'est pour cela que cette chaire a été créée, c'est pour cela qu'il a été nommé à l'unanimité. Dans quelques instants, je vais lui donner la parole, mais je voudrais non seulement lui renouveler les félicitations de l'Assemblée des professeurs du collège, mais surtout lui exprimer nos très vifs souhaits pour le succès de son enseignement et de ses recherches. Monsieur l'administrateur, mes chers collègues, mesdames, messieurs, de tout temps, les conditions économiques ont fortement influencé la vie des sociétés humaines. C'est un souci ancien que de comprendre le cours de l'évolution économique, les performances respectives des différents pays ou les conditions de vie des divers groupes sociaux. De ce souci, une discipline scientifique est née. À cette discipline, il ne faudrait pas trop demander. Elle a certes des concepts précisément définis, faisant pour la plupart l'objet de mesures régulières. Elle a des méthodes qui ont été et sont soumises à l'épreuve d'une critique rigoureuse. Elle dispose de théories de mieux en mieux axiomatisées, poussant de plus en plus loin la chaîne de leur raisonnement. Elle peut faire état de lois d'observation dont les domaines de validité sont progressivement mieux circonscrits. Elle est en somme le siège d'une accumulation de connaissances.
s'effectuant à peu près, comme dans d'autres disciplines, à travers des vicissitudes de même nature. Elle est cependant trop peu avancée pour répondre à toutes les sollicitations qu'elle reçoit. Ceci place souvent l'économiste devant un grave dilemme, soit refuser de s'exprimer sur des questions pourtant urgentes et relevant bien de sa compétence, soit avancer des propositions mal fondées en faisant confiance à sa propre intuition ou en transposant au-delà de ce qui a été établi comme légitime. Ainsi, on a souvent demandé à la science économique de prononcer un verdict sur le meilleur système d'organisation économique et sociale. Le libéralisme, le socialisme, l'économie mixte, quel libéralisme, quel socialisme, quelle économie mixte. Même des questions moins exigeantes en apparence et ne mettant pas en cause le régime économique restent aujourd'hui des défis puisque seules des réponses très partielles peuvent leur être données avec objectivité. Pourquoi la croissance de la Grande-Bretagne a-t-elle pris au XXe siècle du retard par rapport à celle d'autres pays comme la France? Quelles restrictions au libre-échange sont opportunes? Quels critères de calcul économique retenir pour les choix des projets publics dans les pays souffrant de forts déséquilibres, tels un chômage important ou un grave déficit de leurs échanges extérieurs? La fiscalité doit-elle être directe ou indirecte? Une augmentation de l'autofinancement des entreprises suscite-t-elle une baisse de l'épargne des particuliers, etc. De telles questions, qu'il s'agisse des plus ambitieuses ou des plus modestes, appellent souvent des réponses que ceux engagés dans l'action ne peuvent différer. Des économistes y sont alors impliqués et on comprend qu'ils aillent alors, dans leurs avis, au-delà de ce que leur science démontre. Faut-il répondre? Faut-il s'abstenir? Depuis plus de 150 ans, le dilemme a trouvé son écho au Collège de France, auquel je vais avoir le grand honneur d'enseigner pendant quelques années. Parmi les professeurs auxquels il s'adressait, certains ont répondu, plaidant pour un régime économique plutôt qu'un autre, ou prenant part à la préparation des grandes décisions nationales. D'autres se sont pour l'essentiel abstenus, poursuivant des recherches se situant fort en amont des exigences de l'heure. Je me propose d'appartenir à la seconde catégorie. Vis-à-vis des questions que je viens d'évoquer et d'autres analogues par leur pertinence pour l'action, mon enseignement proposera un détour scientifique. Un regard en arrière sur la contribution de cette haute institution au débat économique va permettre d'évoquer l'importance du sacrifice que ce détour impliquera. Mais je m'attarderai davantage dans cet exposé sur les modalités de l'investigation scientifique en économie, mesure des phénomènes, processus d'abstraction et de construction des théories, méthode d'induction. L'enseignement économique au Collège de France fut surtout marqué par trois personnalités qui y professèrent longtemps et dont la stature s'imposa à leurs contemporains. Quand, en 1840, il fut nommé titulaire de la chaire d'économie politique, Michel Chevalier avait 34 ans. Il s'était déjà fait connaître comme un des membres les plus actifs de la secte des Saint-Simoniens, dont la doctrine plaidait pour une organisation collectiviste du développement industriel. Ces idées évoluèrent par la suite vers un certain libéralisme, accompagné de fortes interventions de l'État. Il resta toute sa vie très impliqué, autant dans les débats publics que dans l'action, partageant avec ses amis saint-simoniens le souci d'engager fermement la France dans l'ère industrielle. Il batailla contre les socialistes de 1848, puis contre les protectionnistes. Il fut le négociateur français pour la préparation du traité de commerce de 1860 entre l'Angleterre et la France,
traité qui servit de modèle pour d'autres semblables signés de 1860 à 1866 et qui ouvrirent en Europe une zone de libre-échange. Au collège, Michel Chevalier occupait la chaire qui avait été créée en 1831 pour Jean-Baptiste Say, le grand économiste classique qui clarifia et qui diffusa sur le continent les idées d'Adam Smith, mais qui devait mourir dès 1832. Cependant, l'enseignement de Michel Chevalier avait un contenu bien différent du célèbre traité d'économie politique de son prédécesseur. Il portait non sur la théorie, mais sur les meilleurs moyens de promouvoir la croissance économique, source de bien-être et de moralité publique. Il fallait stimuler l'industrie, qualifiée par lui de plus beau fleuron de l'économie politique, accélérer les travaux publics, utiliser l'armée pour la production, améliorer la concurrence, développer le crédit, etc. En 1880, à l'âge de 37 ans, Paul Leroy-Beaulieu devint titulaire de la même chaire où il devait professer jusqu'à la Première Guerre mondiale. Se voulant parfaitement informé, autant des réalités concrètes que du progrès des théories, auteur de nombreux ouvrages et articles, il fut surtout le champion des idées libérales. Les 4 tomes de son traité théorique et pratique d'économie politique, publié en 1895, devaient longtemps servir de référence. Homme de conviction, Paul Leroy-Beaulieu aimait prêter attention aux détails significatifs. Il écrivait autant sur les institutions que sur la théorie et ne considérait pas comme déplacé de conseiller ses contemporains pour la gestion de leur fortune personnelle. Son apologie de l'économie libérale en irrita beaucoup et manifestait une confiance surprenante. Confronter les idées de Leroy-Beaulieu sur les méthodes de la recherche économique aux modalités actuelles de cette recherche, comme je le ferai parfois dans cette leçon, montre combien la discipline a évolué depuis un siècle. Pendant 20 ans, vous l'avez dit, monsieur l'administrateur, de 1955 à 1974, François Péroux professa sur l'analyse des faits économiques et sociaux. Dans son enseignement, comme dans ses nombreux écrits, il exprima une double insatisfaction. Devant l'état du monde, qui réalise si mal ce que devraient être les vraies finalités humaines, devant l'état de la science économique, dont les modèles restent notoirement partiels. Ces deux insatisfactions se renforçaient mutuellement, car François Péroux refusait la thèse des harmonies économiques si présentes dans les écrits de Paul Leroy-Beaulieu. Laisser les forces du marché libres de fonctionner naturellement ne garantirait pas l'avènement d'une société humainement satisfaisante. Sa critique avait un caractère fondamentalement radical. Elle n'insistait pas seulement sur la nécessité de politiques redistributives destinées à améliorer la condition de ceux qui, trop mal dotés par la nature ou trop malchanceux, ne recevraient sans cela qu'une part insuffisante des recherches créées. Elle concernait l'efficacité même d'un système où, contrairement à la vision classique, l'hétérogénéité des structures, l'inégalité des pouvoirs ou les déséquilibres de la concurrence étaient considérés comme générateurs d'injustice, de crise ou de conflits coûteux pour l'homme. Sa vie durant, François Péroux rechercha les moyens conceptuels pour la prise en compte de ces dimensions trop négligées des réalités économiques et sociales. Effets d'asymétrie ou de domination, existence de pôles de développement, rôle des unités actives, en lutte et en concours, en conflit et en coopération, pour le citer. Le projet humain pour une économie généralisée, qu'il prôna en particulier dans sa leçon inaugurale au collège,
visait autant l'organisation nationale et internationale du système économique que le renouvellement d'une science trop dépendante, selon lui, des conceptions liées aux théories préexistantes de l'équilibre général. L'activisme de Michel Chevalier, le libéralisme de Paul Leroy-Beaulieu, l'humanisme de François Péroux. Ces trois grands souffles venus de cette haute institution participent aux préoccupations contradictoires dans lesquelles la discipline économique trouve et a toujours trouvé ses inspirations. La collectivité des savants, sinon chacun d'eux, doit rester fidèle à ses diverses inspirations. La recherche, engagée dans de multiples voies, en poursuit les nombreux méandres et ne peut pas rester toujours en vue de son point de départ. Mais ses fruits se jugeront finalement, ne l'oublions pas, à l'aune des grands objectifs de nos sociétés. Qu'il faille le plus souvent œuvrer à un niveau moins ambitieux, comme je me propose de le faire. Chacun des trois professeurs prestigieux l'a amplement montré. D'autres au collège ont participé au vaste effort scientifique en vue d'une meilleure connaissance des phénomènes économiques. Il n'est évidemment pas dans l'objet de cette leçon inaugurale d'en rendre compte. Il convient cependant d'évoquer Émile Levasseur, qui, contemporain de Paul Leroy-Beaulieu, professa durant de nombreuses années dans sa chaire, d'abord intitulée « Histoire des doctrines économiques », puis transformée sur sa demande en « Géographie, histoire et statistiques économiques ». Historien des faits et des idées, démographe, statisticien, géographe autant qu'économiste, il apparaît comme un précurseur de plusieurs enseignements de ce collège, en particulier de celui que je vais avoir l'honneur de donner. Les nécessités de mon exposé m'interdisent de consacrer à Émile Levasseur le temps que justifierait son influence sur ses contemporains, sa vaste culture, son souci de vérité et son esprit de tolérance. Plus proche de nous, François Simian, qui enseigna au collège de 1932 à 1935, transmit à travers ses écrits son exigence méthodologique au jeune économiste statisticien que j'étais il y a 40 ans. Il avait le souci de construire une science économique positive, en partant des données fournies par l'observation statistique, données qu'il analysait et interprétait avec un soin méticuleux. J'aurai l'occasion d'évoquer vers la fin de cet exposé les réflexions de François Simian concernant la méthode inductive en économie. En 1896, Paul Leroy-Beaulieu écrivait « Il faut que des générations d'observateurs se succèdent avant qu'une science ne se forme. » Il était cependant loin d'imaginer le développement des statistiques économiques auxquelles on a assisté dans la seconde moitié de ce siècle. Pour lui, observation signifiait le plus souvent regard porté avec attention mais sans systématisme sur les événements du monde. Il ne négligeait pas les quelques statistiques disponibles à son époque, mais son enseignement était surtout bourré d'exemples vécus auxquels il attribuait force démonstrative. Cette forme d'observation n'a pas disparu dans notre discipline, mais elle y est devenue seconde par rapport au recours aux données statistiques et comptables. La mesure organisée a le plus souvent remplacé la référence anecdotique. Une méthodologie, sur laquelle je reviendrai, s'est développée pour déterminer quelles conclusions généralisables tirer des données. En somme, la genèse d'un ensemble structuré de grandeur rigoureusement définie et régulièrement évaluée, l'émergence de procédures d'observation et d'induction ont donné à l'analyse économique un caractère plus scientifique. Cette activité statistique est moins banale qu'on l'a souvent cru.
Pas plus dans le monde économique et social que dans le monde physique, la mesure ne se révèle indépendante de la rigueur conceptuelle. Elle suppose un cadre d'analyse ou au moins une référence précise pour la représentation du monde, souvent même un protocole d'observation. Elle impose en retour la clarté des notions incluses dans ce cadre ou dans cette représentation. Que l'on pense par exemple au concept si familier de revenu. De nombreux économistes, même parmi les plus grands, ont achoppé sur sa définition. Les exigences de la collecte statistique et l'établissement des comptabilités nationales, plus encore que l'affinement des comptabilités privées et les progrès de la fiscalité, ont obligé au choix d'un principe de définition et de convention pour l'appliquer. Cependant, malgré un usage généralisé, ni le principe retenu aujourd'hui, ni ses conventions d'application ne s'avèrent toujours parfaitement adéquats. Comme on l'a compris en réfléchissant par exemple à certaines distorsions que subit la mesure en cas d'inflation rapide. L'exemple n'est pas isolé. Des problèmes de même nature se posent pour bien d'autres grandeurs économiques ou sociales, ainsi que pour l'établissement des classifications ou nomenclatures d'usage courant. Que faut-il entendre par rythme d'augmentation des prix, par le nombre des chômeurs, par la catégorie sociale des entrepreneurs, par l'inégalité dans la répartition des ressources, etc. Dépendante des analyses dans lesquelles elle trouve sa place. Nécessaire à la précision de ces analyses, la mesure doit encore viser à l'objectivité. L'exigence en est d'autant plus impérative que la lourdeur inévitable de l'observation statistique à grande échelle interdit de fait qu'elle soit répétée de façon indépendante par d'autres que ceux qui en ont la charge première. L'importance des investigations statistiques et la responsabilité des statisticiens sont ainsi évidentes pour les progrès de la connaissance. Après Émile Levasseur, après François Simian et Alfred Sauvy, je chercherai à approfondir l'étude des conditions requises pour que cette base essentielle ait à la fois robustesse et pertinence. Voici notamment une question qui me préoccupe ces temps-ci et qui n'a pas d'autre valeur dans mon exposé que celle de fournir un exemple. Il conviendrait de mieux connaître aujourd'hui les liens entre rentabilité des entreprises et emploi de la main-d'œuvre. Ces liens impliquent pour la plupart de longs délais, car ils passent par l'intermédiaire de la mise en place ou de la mise au rebut de capacités de production. Mieux les connaître supposerait un suivi statistique régulier portant sur des indicateurs plus adéquats que ceux couramment disponibles. Économistes, économètres et statisticiens tâtonnent en effet dans leur pratique sur ce thème délicat. J'ai la conviction qu'un effort d'analyse apporterait des éclaircissements significatifs. D'autres cas semblables existent, où la mesure demanderait à être précisée. Cette leçon inaugurale ne permet pas qu'on s'y attarde, tant il importe surtout de bien situer d'abord la nature des théories économiques, puis le rôle des inductions à partir des données disponibles. Depuis 50 ans, alors que les statistiques s'accumulaient, la théorie économique devenait de plus en plus mathématique. Ce second trait est encore plus visible que le premier à quiconque compare les publications des économistes à un demi-siècle de distance. Aujourd'hui, symboles et déductions mathématiques tiennent une large place dans les revues où les économistes souhaitent voir paraître le résultat de leurs réflexions ou de leurs recherches, même dans celles de ces revues qui gardent la prétention de couvrir l'ensemble de la discipline. Créée en 1933 par un petit groupe d'économistes mathématiciens, européens et américains, la revue Econometrica n'a fait que précéder l'évolution devenue aujourd'hui manifeste. Cette évolution s'explique aisément par la nature même des phénomènes économiques dont il s'agissait de faire la théorie. Qu'on veuille bien y réfléchir quelques instants. L'activité économique est le fait d'agents nombreux,
individus, ménages, entreprises, organisations, gouvernements, ayant chacun un champ d'action particulier et des motivations particulières. Elle est toujours très diverse. L'économiste n'a pas pour mission de la connaître dans ses détails, mais plutôt d'en comprendre les résultats d'ensemble qui ont une apparence simple: la croissance, l'inflation, le chômage. Comprendre comment de tels phénomènes globaux peuvent résulter de multiples décisions individuelles oblige à un sérieux effort d'abstraction. Cela d'autant plus que de fortes interdépendances existent entre les divers agents, qui cependant jouissent aussi d'autonomie. Ce que chacun peut réaliser dépend souvent directement de ce que font certains autres situés dans son voisinage, mais davantage encore des conditions générales qui résultent indirectement de l'activité de tous les autres. Il est hors de question d'envisager une représentation détaillée et fidèle d'un monde qui met ainsi en jeu tant de cellules élémentaires, entretenant entre elles des solidarités et des concurrences aussi variées, tantôt directes, tantôt fort indirectes. La connaissance des phénomènes économiques suppose le recours à des représentations simplifiées. Un double risque existe alors. Risque que les représentations théoriques donnent une image fausse de la réalité, risque qu'elles restent trop compliquées et interdisent ainsi toute conclusion. La mathématisation permet aux théoriciens de faire face au mieux à ce double risque. D'une part, elle oblige à préciser clairement toutes les hypothèses du raisonnement, faisant éventuellement apparaître leurs aspects restrictifs. D'autre part, elle autorise de longues déductions sur des structures logiques parfois complexes et conduit ainsi à des résultats là où un langage littéraire se serait égaré. C'est bien pourquoi les mathématiques sont présentes depuis longtemps dans la théorie économique. Certes, Jean-Baptiste Say n'y avait pas recours, et certains auteurs classiques réussirent sans elles à exprimer avec une grande clarté, une grande rigueur, les théories qu'ils proposaient. Mais il y a très précisément 150 ans déjà qu'Augustin Cournot publiait ses recherches sur les principes mathématiques de la théorie des richesses. C'est en 1874 que Léon Walras livrait la première édition de ses éléments d'économie politique pure, un ouvrage qui repose sur l'abstraction mathématique et reste aujourd'hui encore une référence fondamentale. Plus près de nous, dans la Vienne de 1930, des mathématiciens de la stature de John von Neumann s'intéressaient à l'élaboration d'une théorie économique parfaitement axiomatisée. Pendant longtemps, l'économie mathématique a paru néanmoins comme une branche secondaire dans le développement de la théorie économique. Son emprise générale ne s'est affirmée qu'au cours des 50 dernières années. Il n'est pas malséant que j'en parle davantage aujourd'hui, d'abord pour reconnaître ce que je dois aux maîtres qui m'y ont formé, surtout pour traiter de plusieurs malentendus dont elle a été et est encore l'objet. C'est en 1953 que fut publié dans Econometrica l'article à suite duquel on me considéra comme l'un des économistes mathématiciens susceptibles de produire quelque chose. Cet article généralisait à la théorie du capital certains résultats sur la relation entre efficacité et équilibre économique général. Il avait mûri lors d'un séjour d'1 an dans un centre de recherche situé à l'université de Chicago et animé par de brillants économistes mathématiciens, d'ailleurs originaires d'Europe pour la plupart. Mais c'est surtout la formation reçue à Paris qui m'y avait préparé. Ma dette est grande vis-à-vis des maîtres avec lesquels j'eus alors le privilège de travailler, tout particulièrement vis-à-vis de Maurice Allais, qui m'introduisit aux développements théoriques les plus modernes et qui surtout m'initia à la recherche vivante. Auprès de lui, avec quelques amis dont Gérard Debreu, je compris comment faire émerger une intuition et la soumettre au test d'une logique rigoureuse. Porté par la grande vague de l'économie mathématique, tout en contribuant à l'alimenter, j'eus évidemment à réfléchir sur les réticences qui se manifestaient à son propos
comme sur les illusions qu'elle entretenait chez ses plus chauds adeptes. Rétrospectivement, il est curieux de constater que durant mes années de jeunesse et de maturité, les réticences les plus explicites à l'égard de l'usage des mathématiques en économie ont relevé de craintes idéologiques. Dans les années 50, à Chicago comme à Paris, on soupçonnait les économistes mathématiciens de plaider pour une planification intégrale, qui aurait été la route de la servitude, selon l'expression de Friedrich Hayek. Dans les années 1960, on prit au contraire l'habitude d'identifier l'usage des mathématiques avec la soi-disant théorie néoclassique, expression mal définie, mais dont on laissait entendre qu'il s'agissait d'une théorie ayant pour fonction de justifier soit l'ordre établi des choses, soit le libéralisme intégral. Je ne perdrai pas de temps à expliquer aujourd'hui l'erreur de ces préventions opposées. Plus significatives sont en revanche les réticences d'ordre méthodologique. Traitant de la méthode mathématique, Paul Leroy-Beaulieu écrivait en 1896 « Il nous paraît que cette méthode laborieuse il ne nous paraît pas que cette méthode laborieuse soit appelée soit à préciser la science économique, soit à la renouveler, soit à l'enrichir, soit à la répandre. » Les raisons qu'il donnait à l'appui d'un jugement aussi négatif semblent aujourd'hui bien faibles. Voici l'argument principal présenté en italique. La double loi de substitution, écrit-il, des besoins les uns pour les autres et des produits entre eux, se joue des prétendues lois mathématiques générales sur les prix. Orgidéristes, qui eux-mêmes n'étaient pas particulièrement favorables à la méthode mathématique, notent dans leur ouvrage classique « Histoire des doctrines économiques » que l'argument est un peu inattendu, car la substituabilité des biens entre eux est, je les cite, précisément un genre de difficulté qui se prête le mieux à l'emploi des mathématiques. Les vraies raisons de Leroy-Beaulieu semblent avoir été d'une autre nature. C'était d'une part une conception étroite des possibilités du raisonnement mathématique, vue comme devant nécessairement conduire à une équation simple entre deux ou trois grandeurs. D'autre part, une confiance assez aveugle dans les vertus de raisonnement peu formalisés et dans la valeur démonstrative de témoignages vécus mais isolés. L'incompréhension qui longtemps entoura les économistes mathématiciens procédait bien des mêmes erreurs. Ces temps sont aujourd'hui révolus. Beaucoup d'ouvrages littéraires sont certes publiés et jouent un rôle important, tantôt pour décrire les réalités économiques, tantôt pour discuter la portée ou les fondements de telles ou telles théories, tantôt pour proposer de nouvelles pistes de recherche, mais plus aucun pratiquement ne se présente comme construisant une véritable théorie alternative. En ce sens, la mathématisation de la théorie économique est quasiment complète. Elle s'est souvent révélée délicate, obligeant parfois à faire usage de branches très récentes des mathématiques et à y ajouter quelques résultats nouveaux. Cette évolution elle-même comporte un risque, à savoir que la beauté, voire la difficulté du modèle mathématique ou l'élégance des théorèmes établis à son sujet soit considérée comme garant de pertinence. S'il faut en parler, c'est que l'erreur est parfois commise, tantôt par des mathématiciens, tantôt par des économistes. Les premiers, pensant pouvoir trouver directement dans la théorie économique d'utiles applications des formalismes et théorèmes qu'ils ont établis, les seconds subjugués par la virtuosité mathématique de certains de leurs collègues, dont les idées acquièrent alors une autorité trop aisée. La théorie ne peut progresser vraiment qu'à partir d'une réflexion approfondie sur le phénomène économique et en référence continuelle à cette réflexion. L'élaboration mathématique doit intervenir en tant que de besoin, comme outil souvent indispensable, non comme fin en soi. Certaines branches de la théorie économique ont atteint un haut degré d'élaboration. Elles sont bien exprimées par des modèles parfaitement axiomatisés, doués de propriétés reconnues. Elles sont alors aisément compréhensibles par les étudiants formés à l'usage des mathématiques.
C'est le cas des conceptions classiques de l'équilibre économique général qui servent de fondement à l'étude de nombreuses questions d'économie appliquée, concernant par exemple les effets de la rareté des ressources, du progrès technique ou de la fiscalité sur la structure des prix relatifs, la distribution des revenus et éventuellement le développement de diverses activités productives. Ma recherche portera sur des branches moins avancées que cette théorie de l'équilibre économique général, des branches plus proches des lancinants déséquilibres macroéconomiques qui préoccupent le plus nos concitoyens. C'est donc vers la construction théorique dans ces domaines qu'il faut maintenant tourner l'attention. L'objectif ultime est clair. Le chômage, l'inflation, les déséquilibres financiers manifestent la présence de dysfonctionnements globaux dans notre système économique. S'ils sont si mal maîtrisés, c'est en partie par manque de compréhension des facteurs qui les déterminent. La théorie keynésienne, qui il y a 30 ans avait paru fournir le cadre pour les progrès de cette compréhension, apparaît elle-même aujourd'hui contestable et insuffisante. Il faut donc reconstruire tout en sachant utiliser les acquis des investigations passées. L'effort doit viser aussi bien la définition d'un cadre conceptuel et théorique général que de multiples questions se situant à divers niveaux par rapport à cette nécessaire définition. En amont, quand il s'agit d'étudier les hypothèses sur lesquelles reposent les théories en voie d'élaboration, en aval, quand il s'agit de traiter de divers problèmes, tantôt substantiels, tantôt purement logiques, relatifs aux prévisions ou aux modalités de la politique économique. Mais le plus souvent, l'effort doit se situer au niveau même du cadre conceptuel recherché. Pour celui-ci, les exigences peuvent être plus ou moins fortes. Il y a 30 ans, certains pensaient que la comptabilité nationale, correctement définie et étendue, suffisait. Son introduction systématique dans la pensée et dans l'information économique ont certes constitué un progrès majeur. Mais le cadre qu'elle offre reste beaucoup trop large et autorise toute espèce de conception sur les déterminants des phénomènes. Il faut donc le restreindre. La définition des équilibres généraux à prix fixe, effectuée il y a une quinzaine d'années, a constitué une étape importante. Précise quant à la représentation des comportements et interdépendances microéconomiques, elle a explicité les fondements de raisonnement habituels dans la théorie keynésienne. Elle a également montré que l'existence d'autres équilibres macroéconomiques, étrangers à cette théorie keynésienne, se déduisait des mêmes fondements. Elle a ainsi renouvelé de façon significative la vision et l'approche théorique des phénomènes. Elle reste cependant très insuffisante, car ces hypothèses sont trop frustes. Elle conduit à une analyse statique d'une réalité ayant une importante dimension temporelle. Elle admet que prix et taux de rémunération se déterminent indépendamment de l'équilibre étudié, ce qui est notoirement inexact, sauf si on limite la réflexion à une période très courte. Quelques chercheurs, visant à relâcher l'hypothèse de fixité des prix, ont repris le modèle de la concurrence monopolistique, dont le principe avait été posé avant la Seconde Guerre mondiale. Mais afin de le rendre apte à traiter des questions macroéconomiques, ils lui ont donné des spécifications bien particulières. Un examen critique s'impose, de même que la recherche de généralisation ou spécifications alternatives. D'autres ont porté l'attention sur la succession des équilibres temporaires à prix fixe. Mais eux aussi n'ont pu pour le moment traiter que d'aspects très partiels du phénomène. La dynamique de ce phénomène a en effet trois composantes qui rétroagissent entre elles. L'évolution des prix et taux de rémunération, l'accumulation du capital par l'épargne et l'investissement, la mobilité des facteurs de production vers les usages où ils sont les plus demandés. Procéder à l'étude isolée de chaque composante, en faisant intervenir, bien sûr, non seulement l'effet des deux autres, mais aussi certains facteurs propres, se justifie faute de mieux, mais ne doit pas illusionner.
Et même limitée à une seule composante, la théorie peut avoir à dissocier les examens de 2 ou plusieurs questions. Ainsi, les variations annuelles conjointes du taux de salaire réel, du taux d'intérêt réel et du taux de profit relèvent d'analyses nettement distinctes de celles qui sont pertinentes pour l'étude de la spéculation sur les marchés financiers. Face à la multiplicité des problèmes que je viens d'évoquer, je doute quant à moi que puisse être défini un cadre théorique unifié où ils s'intègrent tous harmonieusement. Trop de déviations par rapport à l'équilibre classique interviennent simultanément pour que l'on puisse espérer les prendre toutes bien en compte dans une formalisation générale, au moins au stade actuel de développement de ma discipline. J'envisage donc une diversité de telles formalisations, chacune éclairant un des aspects des phénomènes à décrire. Ainsi, beaucoup de raisonnements faits par des analystes de la situation économique ont aujourd'hui une nature statique, mais portent directement sur le moyen terme, c'est-à-dire sur les effets à échéance de 3, 5 ou 10 ans. Pour soumettre ces raisonnements à une critique constructive rigoureuse, pour tester leurs présupposés, pour préciser leurs conclusions, il serait opportun de disposer d'une théorie de l'équilibre à moyen terme qui représenterait les relations réciproques potentielles entre les effets en cause. Voilà un thème de recherche urgent pour la réflexion formalisée. Mais ceci n'est qu'un exemple. Dès lors qu'elle ne peut pas être parfaitement tenue, l'ambition de disposer d'une théorie d'ensemble intégrant tous les aspects du fonctionnement du système économique devient illusoire. L'habitude des économistes veut que l'on parle encore de théorie générale, quand la représentation concerne toute l'économie, alors même qu'elle retient des hypothèses faisant abstraction d'aspects importants des phénomènes. Mais la construction de telles soi-disant théories générales ne s'impose plus comme voie unique pour les progrès de la modélisation et de la compréhension abstraite. Procéder à l'étude complète de cas schématiques, simplifiés au point d'être caricaturaux, aide à percevoir la nature des problèmes et de leurs solutions. Traiter de modèles partiels, concernant donc un phénomène isolé ou un secteur particulier de l'économie, permet de prendre mieux en compte une diversité de facteurs et d'étudier ce qui détermine l'importance de leurs influences respectives. Par exemple, la théorie de l'investissement, qui joue un rôle crucial pour la compréhension des phénomènes contemporains, semble devoir être à nouveau approfondie. Au cours de la période récente, la réflexion a notamment porté sur la formation des anticipations et sur ses effets. On ne douta jamais de ce qu'un changement dans les attitudes des agents vis-à-vis de l'avenir pouvait affecter les comportements et par suite tout l'équilibre économique. Mais longtemps on ne prêta guère attention qu'aux changements autonomes, motivés par exemple par des considérations extra-économiques. La nouveauté consiste à tenir compte de l'interdépendance entre les anticipations et la détermination des grandeurs effectives. Mais l'élargissement de la problématique a le plus souvent conduit à particulariser autrement la représentation du système économique. Les résultats les plus intéressants proviennent en fait de modèles très schématiques qui ne devraient pas avoir prétention à la généralité. L'intérêt réside en ce que ces résultats montrent la grande diversité des solutions possibles et leur fréquente instabilité. L'enseignement est double. D'une part, on perçoit certaines des raisons systémiques qui expliquent l'instabilité à laquelle sont parfois sujets les marchés libres. D'autre part, on comprend que le caractère de l'évolution économique dépend des modes de formation des anticipations, mais conjointement avec les éléments plus classiques de l'analyse économique, tels que les natures des techniques productives, les formes de comportement, etc. Et que cette dépendance est souvent complexe. Cet ensemble de questions théoriques que je viens d'évoquer trop rapidement et qui préoccupe bien d'autres économistes de par le monde, constituera le sujet de mon enseignement de l'an prochain. Cette année, l'étude des méthodes pour la connaissance des phénomènes macroéconomiques devrait servir de préparation.
et aider à bien situer l'effort théorique à fournir. La formalisation de plus en plus poussée de la théorie économique va de pair avec l'ambition croissante de construire une science positive. D'où d'abord l'émergence et la diffusion d'une méthodologie, puis récemment l'apparition de doutes sur la force des preuves fournies par l'induction économétrique. Deux difficultés fondamentales affectent l'usage que l'on souhaite faire des données observées en vue d'une meilleure connaissance des phénomènes économiques. D'une part, les nombreuses données qui proviennent aujourd'hui de l'investigation statistique rigoureusement organisée se distinguent des résultats fournis par les expériences de laboratoire si communes dans d'autres sciences. Sauf de très rares exceptions portant sur des questions bien particulières, ces données résultent de l'observation passive d'une réalité soumise à des influences diverses, incomplètement repérées. L'utilisation des statistiques économiques pour des inductions scientifiques souffre ainsi toujours d'incertitudes quant à la permanence des conditions environnantes. D'autre part, l'activité économique s'exerce dans un contexte technique, juridique, social et politique qui varie. Entre le XVIIIe siècle, à prédominance encore agricole, le XIXe siècle, voyant l'essor de la grande industrie, et la fin du XXe avec la multiplicité des services, entre les grands pays capitalistes d'aujourd'hui, les économies administrées de l'Est européen, les nations pauvres du tiers-monde, les différences sont nombreuses. Entre ce que peuvent obtenir un gouvernement et son successeur, il y a même parfois des écarts notables. Dans ces conditions, la permanence des phénomènes économiques pose souvent question. De même, on s'interroge sur l'autonomie de l'économique par rapport au social et au politique. Certes, les phénomènes économiques manifestent beaucoup plus de permanence et d'autonomie qu'on le pense souvent, ce qui autorise une accumulation scientifique dans le cadre de la discipline. Néanmoins, les questions demeurent. Permanence et autonomie ne sont pas toujours acquises. Face à ce double handicap concernant d'une part l'origine des données, d'autre part les phénomènes auxquels elles s'appliquent, l'économètre a toutefois un avantage par rapport à ceux qui pratiquent l'induction dans le monde physique. L'activité économique est le fait d'hommes et de femmes, et d'entreprises ou d'organismes construits par des êtres humains. Cette activité s'exerce à l'intérieur d'un cadre institutionnel défini par nous. Le savant a ainsi une connaissance directe du monde que par ailleurs il observe. Connaissance fiable, malgré quelques réserves que psychologues ou sociologues pourraient émettre. Connaissance qu'il serait inefficace de négliger. Ceci explique l'importance qu'ont pour l'économètre l'étude et la discussion préalable de la spécification théorique dans le cadre de laquelle les données observées apporteront la précision supplémentaire recherchée. Cette spécification fournit un modèle définissant et articulant les facteurs potentiels du phénomène. L'induction doit porter sur les coefficients ou autres paramètres inconnus du modèle. Dans son principe, cette manière de faire est d'ailleurs commune à toutes les sciences, elle est parfaitement explicite dans la statistique mathématique moderne. Mais elle revêt en économétrie des formes particulières. François Simian, qui apporta au collège son souci dominant de faire de l'économie une science positive, était conscient du besoin d'une méthodologie adéquate dont il entrevoyait bien la nature. Il écrivait en 1922 « Pour les recherches en matière économique, je ne crois pas que l'instrument soit au point. » Et encore, « La valeur de la preuve dépendra de la convenance plus ou moins heureuse que la technique statistique employée présentera par rapport au caractère du phénomène. » Il mourut en 1935 avant que les méthodes de l'économétrie ne soient mises au point, ce qui eut lieu surtout de 1945 à 1955. Mais depuis lors, les applications se sont multipliées sans discontinuer.
Cette exploitation économétrique des données statistiques doit être jugée dans son ensemble plutôt que sur telle ou telle étude particulière. La robustesse scientifique des conclusions ne peut résulter que dans le long processus au cours duquel les modèles sont soumis à la critique, des spécifications alternatives sont essayées, des données très variées relatives au même phénomène sont examinées. Sur des questions importantes concernant, par exemple, la sensibilité de telle grandeur par rapport à tel de ses déterminants potentiels, ce processus est encore peu avancé. Néanmoins, les idées se précisent peu à peu. Contribuer directement et de façon importante à cet effort collectif exigerait la création d'une sorte de laboratoire de calcul. La chaire d'analyse économique visera plutôt à la critique constructive. Notamment dans le séminaire que je me propose d'organiser, la discussion concernera la pertinence des modèles retenus et la portée des résultats obtenus. Il s'agira alors de prendre la mesure des connaissances relatives à tel ou tel effet susceptible de jouer un rôle significatif dans l'évolution macroéconomique. Comme toute activité devenue routinière depuis des décennies, la pratique actuelle de l'étude économétrique demande aussi à être réexaminée dans sa logique. Effectivement, il y a dans la profession un mouvement contestataire qui attire l'attention depuis une dizaine d'années. Sa critique porte sur le rôle prétendument indu de la modélisation préalable qui ferait intervenir des hypothèses injustifiées et orienterait ainsi abusivement les conclusions tirées de l'étude des séries statistiques. On en vient alors à prôner une analyse des données qui soit libre de toute modélisation économique. Pour les raisons que j'ai indiquées, cette dernière recommandation ne peut pas se révéler fructueuse en général. Les bases de données traitées de la sorte sont trop pauvres vis-à-vis de la complexité des phénomènes sous-jacents. Néanmoins, il est vrai que le modèle théorique constitue toujours une approximation et qu'il conviendrait de prendre mieux l'habitude de tester que cette approximation n'est pas contredite par les données disponibles. Les difficultés logiques les plus sérieuses pour le progrès de la connaissance économique ont d'ailleurs une nature plus profonde. Elles concernent surtout la mesure dans laquelle l'observation peut valider ou infirmer le cadre conceptuel général retenu pour tout un corps théorique. En économie, comme dans d'autres disciplines, les programmes de recherche œuvrent le plus souvent à l'intérieur de systèmes conceptuels dotés de robustes ceintures protectrices. Et ces systèmes, ces paradigmes, diraient certains, orientent l'interprétation des phénomènes et donc toute la vision que l'on en forme. Ainsi en est-il par exemple aujourd'hui du fait de savoir si l'on peut et si l'on doit retenir l'hypothèse que sur chaque marché se réalise un équilibre entre offre et demande. La vision dominante aux États-Unis est qu'on le doit, en Europe qu'on ne le peut pas. À la longue, ce conflit se résoudra. D'ores et déjà, il importe de bien dégager la nature des preuves empiriques qui feront sauter les ceintures protectrices des uns ou des autres. Ce sujet en particulier figurera dans l'enseignement de cette année. Approfondissement et renouvellement des théories, accumulation et examen critique des résultats économétriques, telles sont les deux parties indispensables et complémentaires de l'effort requis pour une meilleure connaissance des phénomènes macroéconomiques. En vue de s'interroger sur certaines modalités de cet effort, il est opportun de le considérer aussi d'un autre point de vue. Pour l'analyse des grandes tendances de l'économie, croissance, inflation, chômage, pour la prévision des évolutions à venir, pour l'étude des politiques économiques, une pratique existe dans les instituts de recherche, les administrations nationales et internationales, les banques centrales. Cette pratique, résultat d'un apprentissage collectif qui a débuté au moins après la dernière guerre,
combine la modélisation et le traitement de nombreuses données observées. Elle est appliquée à peu près partout de la même façon. 4 traits généraux de la pratique actuelle méritent attention. Elle ne prétend traiter que des phénomènes économiques. Elle fonde la représentation macroéconomique sur l'étude des comportements microéconomiques. Elle le fait cependant incomplètement. Elle le fait souvent par simple transposition. Traiter de l'économique seulement ne veut pas dire que les influences des transformations démographiques, techniques, sociales ou politiques soient négligées. Les praticiens y sont naturellement sensibles et n'hésitent pas à les prendre en compte. Mais ces transformations elles-mêmes sont considérées comme données. L'économiste ne cherche habituellement pas à les expliquer. L'ambition d'élargir le champ d'investigation a évidemment été souvent entretenue. On perçoit bien qu'existent en particulier des interdépendances entre l'économique et le social. D'ailleurs, comprendre l'évolution des sociétés en intégrant la dimension économique dans l'analyse a souvent constitué l'objectif principal de la sociologie. Chez les économistes, des préoccupations voisines se sont parfois manifestées. De nos jours même, l'école dite de la régulation cherche à déborder le domaine traditionnel de la macroéconomie. Je ne le chercherai pas quant à moi. Je suis certes conscient de la limitation que la pratique actuelle comporte, mais je suis plus conscient encore de la multiplicité des questions qui, déjà bien posées dans le cadre habituel, y attendent une réponse. Diluer les problèmes ne contribuerait pas à leur solution. Se donner de nouvelles ambitions tandis que les anciennes n'ont pas encore été tenues constituerait une sorte de fuite en avant qui aurait bien peu de chances de se révéler productive. Les modèles utilisés couramment pour l'analyse macroéconomique regroupent agents, opérations, en conformité avec les catégories conceptuelles de la comptabilité nationale et des statistiques officielles. Ils représentent, à ce niveau d'agrégation, comment les agents choisissent les opérations dépendant d'eux. En vue de trouver et de justifier les représentations retenues, l'usage consiste à faire appel à la théorie microéconomique qui rationalise les comportements individuels. Étudiant la liberté de choix dont chacun dispose et les objectifs qu'il poursuit, elle en déduit une loi de comportement. L'ensemble de telles lois, supposées s'appliquer au niveau microéconomique, sert de fondement aux spécifications macroéconomiques qui seront plus précisément estimées, voire testées, grâce aux données statistiques. Une telle démarche intellectuelle a parfois été considérée avec suspicion, car elle ait pour effet que la validité de la représentation dépende de celle des théories microéconomiques sous-jacentes. L'alternative consistant à trouver directement la bonne représentation macroéconomique serait évidemment préférable si elle pouvait être tenue. Malheureusement, cette voie alternative n'est pas ouverte. L'observation des phénomènes macroéconomiques est trop pauvre, trop passive en face des multiples causes de variations qui les affectent. À l'inverse, la connaissance directe que nous pouvons avoir des conditions de l'activité microéconomique fournit, comme je l'ai dit précédemment, une information importante qu'il serait inefficace de négliger. Il est donc dans la nature des choses que les spécifications macroéconomiques trouvent leur fondement dans les théories microéconomiques. Cependant, je dois reconnaître qu'il n'en est pas toujours ainsi. Certaines équations ou hypothèses figurant dans nos modèles manquent de telles justifications. Elles résultent directement de régularités observées au niveau macroéconomique. Il s'agit principalement des hypothèses ou équations concernant l'évolution des prix, des taux de salaire, des taux d'intérêt. Devant cette situation, dont on ne peut évidemment pas se réjouir, certains économistes rejettent la pratique actuelle et prétendent que toute modélisation économique doit dériver de l'analyse rationnelle des comportements. Par exemple, quand les agents ont à subir des coûts pour collecter des informations ou réviser des décisions, il faudrait expliciter ces coûts et en étudier les effets.
De même pour d'autres causes fondamentales de la difficulté de la modélisation microéconomique. L'intention serait louable si ceux qui la prônent pouvaient la mener jusqu'au bout, et si certains d'entre eux ne s'en servaient pas pour jeter un discrédit global et purement négatif sur une pratique qui n'a pas leur faveur. Bien que la méthode usuelle soit bâtarde, elle permet d'aboutir et constitue en somme un compromis provisoirement admissible. Mais puisqu'il limite le souhaitable au possible, le compromis du moment ne saurait nous satisfaire pleinement. La recherche doit donc constamment promouvoir les investigations théoriques de façon à améliorer l'efficacité de travaux, devant combiner au mieux réflexion et observation. Quand j'ai discuté il y a un moment les progrès à opérer dans la théorie macroéconomique, je ne visais au fond rien d'autre. Monsieur l'administrateur, notre système économique mondial connaît de continuels développements, qui ouvrent de nouvelles possibilités aux initiatives humaines. Ce faisant, il devient de plus en plus complexe, de plus en plus interdépendant, et de nouvelles sources potentielles de dysfonctionnement sont ainsi créées. L'humanité arrivera-t-elle à maîtriser ce foisonnement ? Devant ce défi majeur qui confronte toute notre société, le besoin d'un détour scientifique vient de ce que beaucoup des questions fondamentales qu'il soulève restent aujourd'hui sans réponse probante. Pour éclairer les décisions, non certes aujourd'hui ni même demain, mais dans un avenir pas trop lointain, il revient aux savants de pousser activement leurs recherches. Sensible au grand honneur qui m'échoit, mais en percevant toute la difficulté, je comprends que le Collège de France me confie de veiller à ce que cette haute institution contribue à l'effort de recherche aujourd'hui nécessaire. Connaissant mes limites, connaissant celles de toute approche scientifique, je ne prétendrai pas traiter directement le problème d'ensemble. Mon travail aura plus d'utilité s'il répond, même partiellement, à certaines des nombreuses questions que j'ai évoquées. Merci.